Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Shalom Okri était assise au bord de son matelas grinçant, fixant d'un air absent le lampadaire vacillant à l'extérieur de la petite fenêtre de sa chambre. L'appartement était étrangement silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation et des doux ronflements de sa fille de 5 ans, Karen, dans la chambre voisine. Son corps lui faisait mal après un double service au restaurant, ses mains sentant encore faiblement l'huile de friture et le savon à vaisselle. Elle les passa sur son visage, soupirant en traçant les rides qui se formaient sous ses yeux. Le sommeil aurait dû venir facilement ce soir, mais ce n'était pas le cas. Ça ne l'avait pas été depuis des mois. Elle regarda le côté gauche du lit, vide, intact, froid. Parfois, elle imaginait quelqu'un allongé là, quelqu'un qui murmurerait « Tu en as assez fait aujourd'hui, laisse-moi prendre soin de toi ». Mais cette personne n'est jamais venue, seul le silence l'a fait. Dans le calme, Shalom enfila un vieux pull sur ses épaules et se dirigea vers la porte de Karen. Elle la poussa doucement, regardant sa fille câliner un lapin en peluche usée, un bras jeté sur le lit. Karen marmonna quelque chose dans son sommeil, ce qui fit naître un léger sourire sur les lèvres de Shalom. Cet enfant était son monde, son ancre dans une vie qui semblait souvent à la dérive. Mais même les ancres devenaient parfois lourdes. Shalom murmura « J'essaie, bébé. J'essaie vraiment », avant de refermer la porte. Elle retourna dans sa chambre, s'enfonça dans son lit et fixa le plafond, laissant la solitude s'installer sur elle comme une deuxième couverture. Ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé. Elle avait autrefois voulu être peintre, voyager, tomber amoureuse, mais maintenant son monde se réduisait aux avis de loyer, aux tabliers graisseux et au souhait que quelqu'un remarque à quel point elle était fatiguée. Demain serait un autre jour au même rythme, avec le même vide et la même douleur inexprimée qui remplissait l'espace à côté d'elle chaque nuit. La lumière du matin s'infiltra dans la cuisine exiguë alors que Shalom se tenait pieds nus sur le sol en linoléum fissuré, tenant un avis de coupure dans ses mains tremblantes. Le réfrigérateur avait cessé de ronronner 2 nuits auparavant, et maintenant la compagnie d'électricité menaçait de couper complètement le courant. Dernier avertissement, hurlaient les lettres rouges, ajoutant du poids au nœud qui se serrait déjà dans sa poitrine. Elle se frotta la tempe, ses yeux se tournant vers le dessin de Karen sur le frigo, une image d'elle deux se tenant la main sous un arc-en-ciel. L'innocence de celui-ci lui serra la gorge. Son téléphone vibra avec un autre rappel de loyer dû. Le propriétaire, Monsieur Akand, avait déjà appelé 3 fois. « Shalom, je ne dirige pas une œuvre de charité », avait-il sèchement déclaré la semaine dernière. « Vous payez, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. » Ses épaules s'affaissèrent alors qu'elle ouvrait une boîte de haricots pour le petit déjeuner, son esprit courant après des chiffres qui ne s'additionnaient jamais. Le soir venu, Shalom était recroquevillé sur le sol de la cuisine, l'ampoule faible au-dessus d'elle vacillant comme pour se moquer de son désespoir. Karen était couchée depuis longtemps après s'être brossé les dents avec de l'eau chauffée sur la cuisinière à gaz et avoir serré sa mère dans ses bras pour lui souhaiter bonne nuit avec un « demain sera meilleur, maman », plein d'espoir, mais Shalom ne ressentait rien de tel. Alors qu'elle pressait sa joue contre le carrelage frais, des larmes s'échappèrent silencieusement. Il n'y avait aucun public pour assister à son effondrement, aucun ami ne frappant à sa porte, aucun homme pour la bercer et lui dire « on trouvera une solution ». Sa poitrine se souleva lorsqu'un sanglot s'échappa, brut, brisé, non filtré. Elle essaya de l'étouffer avec sa manche, mais la douleur était plus forte que sa volonté. « Mon Dieu, s'il vous plaît. Juste une petite chance », murmura-t-elle dans le silence, le seul son en réponse étant le goutte-à-goutte métallique du robinet de la cuisine, et même cela semblait fatigué d'une manière ou d'une autre. « Tu dois sortir avant de te noyer dans cet endroit », déclara Jane, debout, les mains sur les hanches et avec l'autorité déterminée d'une meilleure amie qui en avait assez. Shalom leva les yeux de sa posture penchée sur l'évier. « Jane, je n'ai pas de baby-sitter, pas de maquillage, pas d'énergie, et pas un sou. » Mais Jane composait déjà un numéro sur son téléphone. « Mike me doit une faveur. Il gardera Karen pendant 2 heures. Tu as une robe décente. Ne fais pas comme si tu n'en avais pas. Et je m'occupe de l'addition. » Shalom ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais Jane la fit taire d'un regard. « C'est juste une nuit. Tu n'as même pas besoin de sourire. Respire juste ailleurs que dans cet appartement. »
Ce soir-là, Shalom se regarda longuement dans le miroir. La robe vert foncé lui allait bien, soulignant un corps auquel elle n'avait pas prêté attention depuis des années. Ses boucles étaient brossées, ses lèvres légèrement glossées. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle ressemblait à une femme, pas seulement à une mère. Le bar lounge était plus calme qu'elle ne l'avait prévu. Pas de musique assourdissante, juste des tons doux de saxophone serpentant à travers des lumières tamisées et des conversations murmurées. Shalom s'agrippa à son sac à main comme si c'était sa couverture de sécurité. « Tu es en sécurité » dit Jane en lui serrant la main avant d'aller commander des boissons. Shalom s'assit à une table haute, observant la pièce. On aurait dit un autre monde, des femmes riant nonchalamment, des hommes en chemise sur mesure sirotant du whisky cher, des couples échangeant des sourires silencieux. Elle se sentait déplacée, mais étrangement invisible, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. Il était assis à l'autre bout du bar, seul, mais pas de manière solitaire. Sa présence était calme, comme s'il appartenait à l'endroit sans essayer. Elle détourna rapidement le regard, le cœur battant la chamade. Quand elle osa jeter un nouveau coup d'œil, il la regardait toujours, pas de manière prédatrice, juste curieux, comme s'il essayait de lire un livre sans titre. Et cela lui fit mal à la poitrine de la manière la plus étrange. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» Sa voix était douce mais profonde, comme de la soie sur de la pierre. Shalom cligna des yeux, réalisant qu'il s'était approché sans qu'elle le remarque. Elle hocha la tête prudemment, le regardant prendre le tabouret à côté d'elle. « Je m'appelle Kelvin », offrit-il en tendant la main. Elle hésita avant de la lui serrer. « Shalom ». Sa poignée était ferme mais respectueuse, et il ne laissa pas son regard errer vers sa poitrine ou ses cuisses comme le faisaient souvent d'autres hommes. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant. « Semaine difficile ?» Cette question, simple, gentille et si inattendue, faillit la briser. Elle eut un petit rire, plus par défense que par amusement. « Essayez plutôt quelques années difficiles. » Kelvin sourit, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Parfois, ce sont ces années qui façonnent les meilleures parties de nous. Elle le regarda, surprise. « Vous parlez toujours comme un biscuit chinois. » Il eut un petit rire, un son profond qui fit voltiger quelque chose en elle. Leurs boissons arrivèrent. Il sirotait un verre de scotch sec. Elle buvait lentement quelque chose de fruité que Jane avait commandé. Elle s'attendait à une conversation banale, mais au lieu de cela, il écouta. Écouta vraiment. Elle lui parla de Karen, prudemment, sans trop en dire, et il ne vérifia pas son téléphone une seule fois. Quand elle mentionna son travail, il hocha la tête comme s'il savait ce que c'était de rester debout pendant des heures. Et quand elle mentionna ses rêves d'être artiste autrefois, il ne rit pas. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» demanda-t-il gentiment. Sa voix se bloqua dans sa gorge. « Parce que les rêves ne paient pas le loyer », murmura-t-elle. Kelvin se renversa en arrière, ses yeux ne quittant jamais les siens. Peut-être, mais parfois le loyer n'est pas la chose la plus importante. Le silence s'installa à nouveau entre eux. Mais ce n'était pas inconfortable. C'était chaleureux, enveloppant. Et à mesure que la nuit s'approfondissait, l'attraction entre eux aussi, calme, électrique, inévitable. Au moment où le bar commençait à se vider, Shalom et Kelvin étaient les seuls restants à leur table, leurs boissons intactes depuis plus d'une heure. La conversation s'était transformée en un silence confortable, ponctué de regards subtils et de sourires partagés. Dehors, la nuit était devenue plus froide, et Kelvin lui offrit sa veste lorsqu'ils sortirent sur le parking. « Je ne fais généralement pas ça », murmura Shalom alors qu'il lui tenait la portière passager de sa berline noire élégante ouverte. « Moi non plus », répondit Kelvin, ses yeux empreints d'une sincérité qui fit bondir son cœur. Le trajet fut silencieux. Une tension flottait dans l'air, ni forcée ni précipitée, mais vibrant d'une attraction naturelle à laquelle aucun ne voulait résister. Lorsqu'ils atteignirent sa suite d'hôtel, il s'arrêta à la porte. « Vous pouvez toujours dire non », dit-il gentiment. Shalom le fixa un instant avant de répondre. « La vie m'a dit non tellement de fois, je pense que je mérite une nuit pour dire oui. » Leurs vêtements tombèrent lentement, comme les pages d'une histoire tournée avec révérence, sans hâte. Il n'y avait rien de frénétique dans la façon dont il la touchait, seulement de la patience, un désespoir tranquille de la faire se sentir vue. Son corps, qui s'était habitué à la fonction plutôt qu'au sentiment, s'éveilla sous ses mains. Quand il murmura son nom, cela ne ressemblait pas seulement à un nom, cela ressemblait à une prière. Shalom se retrouva à pleurer après,
des larmes qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Ça va ?» demanda Kelvin en les essuyant du dos de sa main. Elle hocha la tête, pressant son front contre sa poitrine. « J'avais juste oublié ce que la tendresse signifiait. » Ils restèrent enlacés sous les draps pendant un moment. Il ne lui demanda rien de plus, pas même des promesses, et quand elle finit par s'endormir, son bras resta protecteur autour d'elle. Mais à l'aube, lorsque la douce lumière orange filtra à travers la fenêtre, le lit à côté d'elle était vide. Pas de mots, pas de numéro, juste la trace la plus faible de son eau de Cologne sur l'oreiller. Le son strident des dessins animés de Karen hurlant dans le salon sortit Shalom de ses pensées alors qu'elle versait un bol de céréales, laissant tomber mécaniquement cuillère après cuillère dans le bol. Cela faisait 2 jours depuis cette nuit avec Kelvin. Elle n'en avait pas parlé à Jane, n'en avait pas parlé à voix haute, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce que cela ressemblait à un rêve, trop délicat pour survivre à la réalité. Ce matin-là, elle resta sous la douche plus longtemps que nécessaire, essayant d'effacer le souvenir de son contact, mais il s'accrochait à sa peau comme une chaleur qu'elle ne pouvait pas chasser. Elle se dit que ce n'était rien, juste une nuit, un moment de faiblesse. « Ça va, maman ?» La petite voix de Karen la ramena à la réalité. « Tu es silencieuse ?» ajouta la fillette en balançant ses jambes sous la table du petit déjeuner. Shalom sourit faiblement et embrassa le sommet de sa tête. « Juste fatiguée, bébé, c'est tout. » Les jours suivants passèrent dans un flou de travail et de maternage. Le poids des factures impayées revint. Le réfrigérateur avait toujours besoin d'être réparé. Sa responsable, Madame Holloway, aboyait des ordres comme si Shalom était invisible. « Accélère le rythme, ou quelqu'un d'autre le fera », lança-t-elle sèchement un après-midi. Il n'y avait pas de temps pour se souvenir de la douceur quand l'amertume exigeait de l'attention. Et pourtant, parfois, tard dans la nuit, elle se blottissait avec Karen déjà endormie à côté d'elle et traçait le col de la veste qu'elle avait oublié de lui rendre. Son odeur s'était estompée, mais elle n'avait pas eu le cœur de la laver. Pas encore. Pas quand c'était la seule preuve que quelqu'un l'avait vue comme plus qu'une serveuse ou une mère fatiguée. Mais elle n'en parla jamais, ni à Jane, ni même à elle-même à voix haute. Ce chapitre était clos, se convainquit-elle. C'était fini. Qui qu'il soit, où qu'il soit, il était parti. Et elle avait une fille à élever, avec ou sans moment magique. Cela a commencé par des nausées. Pas seulement la sensation habituelle d'avoir l'estomac barbouillé après avoir sauté des repas, mais une vague dévorante qui l'envoya se précipiter vers la minuscule salle de bain, s'agrippant aux toilettes comme si c'était sa dernière ancre. Hug, intoxication alimentaire, marmonna-t-elle en s'essuyant la bouche et en tirant la chasse. Mais cela ne s'arrêta pas. Pendant 3 matins consécutifs, elle vomit avant même de se brosser les dents. Jane fut la première à le remarquer. « Tu es pâle, tu as perdu du poids, et tu picores ta nourriture comme un oiseau effrayé, » dit-elle, les bras croisés. Shalom en rit. « Le stress, peut-être. » Je tourne à vide. Mais Jane n'avait pas l'air convaincue. « Fais-moi plaisir. Fais un test. » Shalom résista, balayant cela d'excuses, jusqu'au 4e matin où elle faillit s'effondrer en versant le jus de Karen. Elle se tint devant le miroir de la salle de bain ce soir-là, le test de grossesse en plastique bon marché tremblant dans sa main. Le temps ralentit. Les 2 lignes apparurent avant même que les 3 minutes ne soient écoulées. Ses genoux cédèrent. Elle s'affaissa sur le sol, une main pressée sur sa bouche. « Non, 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 non », murmura-t-elle encore et encore. Son esprit retourna à cette nuit-là, aux mains de Kelvin, à son murmure, à son absence. Elle ne connaissait même pas son nom de famille. Elle ne savait même pas si Kelvin était réel ou un nom inventé pour combler un vide. La réalisation qu'elle portait l'enfant d'un étranger l'écrasa. La panique lui griffa la gorge. Elle n'avait pas prévu cela. Elle ne pouvait pas se le permettre. Les larmes coulèrent librement alors qu'elle se recroquevillait sur le carrelage, son corps secoué de tremblements. Du salon, Karen appela « Maman, ça va ?» Shalom força sa voix à paraître stable. « Oui, bébé, je suis juste. Je sors tout de suite. » Mais à l'intérieur, son monde venait de basculer, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Shalom était assise seule sur le balcon, enveloppée dans une couverture délavée, le test de grossesse posé face visible sur la petite table en métal à côté d'elle, tel un invité indésirable. Jane était passée plus tôt, son ton direct et implacable. « Tu as à peine survécu avec un enfant. Comment vas-tu faire avec 2 ?
Shalom n'avait pas répondu, hochant simplement la tête en silence pendant que Jane parlait de clinique et d'options. Maintenant, dans le silence de la nuit, la ville bourdonnant sous elle, les mains de Shalom berçaient son ventre encore plat. Elle ne se sentait pas prête. Elle ne se sentait pas forte. Mais sous la peur, il y avait autre chose, une lueur de connexion, de responsabilité. « Je ne sais même pas qui tu es », murmura-t-elle en caressant la chaleur de sa propre peau. « Mais tu n'as pas demandé à être ici, et d'une manière ou d'une autre, j'ai déjà l'impression que tu es à moi. » Plus tard cette semaine-là, alors qu'elle pliait du linge, Karen entra dans la pièce sur la pointe des pieds, ses grands yeux observant attentivement sa mère. « Maman, tu es triste à cause de moi. » Shalom se tourna brusquement. « Non, bébé, jamais. » Karen fit un pas de plus et plaça sa main contre l'abdomen de Shalom. « Alors pourquoi pleures-tu tout le temps et parles-tu à ton ventre ?» Sa voix était douce, pleine d'innocence. Shalom sourit malgré la piqûre dans sa poitrine. « Parce qu'il y a un bébé à l'intérieur, et j'ai juste peur. Mais pas de toi, ni du bébé. Juste de refaire ça toute seule. » Karen pressa son oreille contre le ventre de Shalom, puis sourit largement. « C'est un garçon, je peux le dire. » Shalom rit vraiment, pour la première fois depuis des semaines. « Ah oui? Et comment devrions-nous l'appeler » Karen réfléchit un instant, puis murmura « Nathaniel. » Ça sonne comme quelqu'un de fort. Shalom attira sa fille dans ses bras, laissant le nom s'imprégner dans son cœur comme une promesse. Nathaniel. Son choix était fait. Chaque jour se fondait dans le suivant, et Shalom commença à traverser les mois comme quelqu'un portant à la fois la vie et un chagrin silencieux. Son ventre s'arrondissait lentement, poussant à travers ses uniformes, étirant les coutures de chemise qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. Elle travailla aussi longtemps qu'elle put sur ses pieds, sans jamais dire un mot à son employeur sur sa grossesse. C'est juste des ballonnements, marmonnait-elle à ses collègues qui lui lançaient des regards interrogateurs. Elle détestait mentir, mais la vérité semblait dangereuse, comme si elle serait utilisée contre elle. Jane essayait d'aider, déposant parfois des courses, lui glissant des vitamines prénatales, mais leur conversation était devenue brève. « Tu es trop fière », avait dit Jane une fois, frustrée. « Tu n'es pas obligé de tout faire seule. » Mais Shalom n'offrit qu'un petit sourire. « La fierté est la seule chose qui me reste que personne ne m'a prise. » Les nuits étaient les pires. Karen s'était facilement adaptée, se blottissant souvent contre le ventre grandissant de Shalom et murmurant des secrets à son frère à naître, mais Shalom restait éveillé pendant des heures après, traçant des cercles sur sa peau, se demandant quel genre d'homme Nathaniel deviendrait sans père. Demanderait-il des nouvelles de l'homme au bar? Serait-elle jamais capable de dire la vérité? Connaîtrait-elle même la vérité elle-même? Elle avait essayé de retrouver Kelvin, demander des nouvelles au salon, même chercher son nom en ligne, mais cela n'avait mené à rien. Pas de nom de famille, pas de réseaux sociaux, juste le fantôme d'une nuit qui ne la lâchait pas. Certains jours, elle se convainquait qu'elle allait bien. D'autres jours, l'isolement pesait si lourdement qu'elle ne pouvait même pas pleurer. Elle parlait souvent au bébé, murmurant « Tiens bon pour moi, d'accord? J'ai peur, mais je suis toujours là. Je ne t'abandonnerai pas. » Les jours s'éternisaient, mais la vie continuait en quelque sorte de grandir en elle. Les cris de Shalom déchirèrent l'air nocturne comme le tonnerre. C'était plus tôt que prévu, cette semaine plus tôt, et Karen avait couru à la porte du voisin en pleurant « Ma maman a besoin d'aide. » Elle se souvenait à peine du trajet en ambulance, seulement de la douleur fulgurante et des mains froides de l'ambulancier serrant les siennes, répétant « Restez avec nous, madame. » Les lumières de l'hôpital étaient aveuglantes, les sons forts et rapides, mais au moment où elle entendit le cri de son fils, faible, aigu, désespéré, tout ralentit. Son souffle se coupa. La pièce devint silencieuse alors qu'il le posait sur sa poitrine, si petit, si chaud. Il cligna des yeux vers elle avec des yeux bien trop sages pour un nouveau-né. Nathaniel, suffoqua-t-elle, sa voix se brisant. Bienvenue dans la folie, petit. Des larmes coulèrent librement sur son visage, pas seulement à cause de la douleur, mais à cause de l'amour écrasant, terrifiant, époustouflant. Les médecins parlèrent de complications et de couveuses, mais Shalom ne pouvait se concentrer que sur la douce montée et descente de la poitrine de son fils. Karen entra dans la pièce plus tard, serrant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies dans le jardin de l'hôpital. « Il est minuscule », murmura-t-elle avec admiration en grimpant à côté de sa mère, mais il a l'air courageux. Shalom embrassa ses deux enfants, son cœur douloureux de peur et de plénitude.
Cette nuit-là, elle tint Nathaniel contre sa poitrine et le berça lentement, fredonnant une berceuse dont elle se souvenait à peine de sa propre enfance. Pour la première fois depuis des mois, elle ne pensa pas aux factures ou à la solitude. Elle ne pensa qu'au miracle dans ses bras et à la question sans réponse qui persistait encore comme une ombre au bord de sa joie. Qui était Kelvin, et saurait-il jamais qu'il avait un fils? C'était le genre de soirée qui rendait Shalom anxieuse. Calme, trop calme. Karen aidait Nathaniel à ramper sur le sol, son rire aigu résonnant contre les murs écaillés. Le riz sur la cuisinière venait de commencer à brûler lorsque la sonnette retentit. Shalom fronça les sourcils, s'essuyant les mains sur son tablier. Il n'attendait personne. Elle jeta un coup d'œil par le Judas et se figea. Un SUV noir tournait au ralenti sur le trottoir, et devant la porte se tenait un homme grand drapé de robe bordeaux profonde garnie d'or. Sa posture était royale, mais ce qui la troubla le plus, ce furent ses yeux, familiers, perçants et douloureusement inoubliables. Elle hésita avant de déverrouiller la porte. Karen courut en avant et l'ouvrit avec une curiosité innocente. « Salut, qui es-tu » L'homme s'accroupit légèrement à la hauteur de Karen et sourit doucement. « Je m'appelle Kelvin, dit-il doucement, levant son regard pour rencontrer l'expression stupéfaite de Shalom. « Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » Le cœur de Shalom martela ses côtes. Elle attrapa les épaules de Karen et la tira doucement derrière elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tranchante, les mains tremblantes. Kelvin se redressa complètement et jeta un coup d'œil vers le minuscule appartement derrière elle. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis, dit-il, mais j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre fils. » Son sang se glaça. « Qu'avez-vous dit » Kelvin hocha la tête une fois, solennel. « Nathaniel. Je sais qu'il est à moi. Je suis venu réclamer ce que j'ai abandonné. » Le riz brûla. L'air s'épaissit. Shalom ne bougea pas. Pendant un instant, tout ce qu'elle put faire fut de fixer l'homme qui avait disparu sans laisser de traces, se tenant maintenant sur son seuil vêtu comme un roi, parlant en énigme qui menaçait de faire flancher ses genoux. Elle lui claqua la porte au nez, ou du moins essaya-t-elle, mais la main de Kelvin la tint fermement, son expression illisible. « S'il vous plaît, dit-il, non pas avec l'arrogance d'un roi, mais avec l'humilité d'un homme essayant de réparer quelque chose qu'il avait cassé. Donnez-moi 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Shalom regarda Nathaniel sur le sol, puis Kelvin. Contre tous les instincts hurlant en elle, elle s'écarta. Il entra avec une grâce mesurée, l'odeur de quelque chose d'étranger et de chair le suivant. « Vous avez bien fait, dit-il, les yeux tombant sur Nathaniel, qui babilla et applaudit en réponse à l'attention. « Il est magnifique. » Shalom croisa fermement les bras. « Commencez à parler. Maintenant. » Kelvin hocha la tête et prit une inspiration. « Je m'appelle Kelvin Obedel. Je suis le roi souverain d'Oma, un royaume caché du monde par choix. J'ai quitté mon titre il y a des mois pour trouver quelque chose que le palais ne pouvait pas offrir, quelqu'un qui me verrait comme un homme, pas comme une couronne. » Shalom cligna des yeux, stupéfaite. « Alors, vous avez joué un jeu? Vous avez fait la tournée des bars pour trouver une mère ?» Sa voix monta à chaque mot. Kelvin tressaillit mais ne recula pas, ce n'était pas un jeu, c'était une mission. Une tradition. Mes ancêtres croyaient que le prochain héritier devait naître de l'humilité, pas de la politique. Je voulais trouver quelqu'un d'intact par le statut, quelqu'un dont l'amour façonnerait le prochain dirigeant avec gentillesse. Elle ricana. « Alors vous avez couché avec moi, disparu, puis êtes revenu parce que quoi? Votre test a fonctionné ?» Kelvin s'approcha, la voix calme. « Vous avez réussi le test au moment où vous m'avez regardé et n'avez pas demandé ce que je possédais. Vous avez vu l'homme, pas la monarchie. » Les poings de Shalom se serrèrent. « J'ai vu quelqu'un qui a écouté pendant une nuit. Maintenant, il pense avoir le droit de réclamer mon fils ?» Nathaniel éternua bruyamment et gloussa. Les yeux de Kelvin s'adoucirent. « Je ne suis pas venu pour le prendre. Je suis venu pour le connaître, et pour vous connaître, si vous me le permettez. » « Vous devez partir, » dit Shalom, sa voix dangereusement calme. « Maintenant. » Kelvin ne bougea pas, « Je comprends votre colère. »« Non, » lança-t-elle sèchement, lui coupant la parole. « Vous ne comprenez pas. Vous avez disparu, me laissant porter un bébé sans même un au revoir. J'ai traversé l'enfer toute seule. Pendant que vous jouiez à vos jeux royaux, je cherchais comment payer les couches.
Sa voix se brisa, mais le feu dans ses yeux ne vacilla pas. La mâchoire de Kelvin se serra. Je n'ai jamais cessé de penser à cette nuit-là, mais j'avais des responsabilités que je ne pouvais pas expliquer alors. Shalom se dirigea vers la porte et l'ouvrit brusquement. Eh bien, vous avez expliqué maintenant. Retournez dans votre royaume. Dites à votre palais que votre mission a échoué. Je n'ai pas besoin d'un roi. J'avais besoin d'un homme qui reste. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de franchir le seuil. De sa poche, il sortit une carte noire élégante et la posa doucement sur la table d'appoint. Je serai en ville encore 2 jours. Si vous voulez la vérité, pas le conte de fées ou la colère, appelez-moi. Puis il regarda à nouveau Nathaniel, quelque chose de tendre brillant dans ses yeux. Il mérite de savoir d'où il vient, et vous aussi. Puis, sans un mot de plus, il sortit. La porte claqua derrière lui. Shalom resta figé pendant plusieurs secondes avant que ses genoux ne cèdent. Elle s'affaissa sur le sol, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Karen jeta un coup d'œil depuis sa chambre, les yeux écarquillés. C'était le papa de Nathaniel, murmura-t-elle. Shalom ne pouvait pas parler. Elle fixa juste la carte noire sur la table comme si elle pouvait exploser. Tout ce qu'elle avait enfoui remontait à la surface en griffant, et maintenant elle n'avait aucune idée de quoi en faire. Bien après que l'appartement soit tombé dans le silence et que les enfants se soient endormis, Shalom s'assit sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert et la carte noire à côté d'elle, comme si elle détenait un secret trop dangereux pour être ignoré. Le nom Kelvin Obedel résonnait dans sa tête. Avec des doigts hésitants, elle le tapa dans la barre de recherche, s'attendant à moitié à ne rien trouver. Mais ce fut le cas. Des dizaines d'articles, de titres étrangers et de photographies granuleuses apparurent, des images du même homme qu'il avait autrefois tenu dans ses bras, maintenant vêtu de robe royale aux côtés de dignitaires et de dirigeants étrangers. Kelvin Obedel, roi d'Oma, le plus jeune souverain de l'histoire du continent, dévoué à préserver la tradition tout en modernisant les alliances du royaume. Le cœur de Shalom battait la chamade. Elle fit défiler davantage jusqu'à trouver un portrait de cérémonie, lui dans une robe brodée d'or, une couronne reposant dans ses mains, pas sur sa tête. Et pourtant, ses yeux étaient les mêmes, calmes, stables, illisibles. Elle ferma brusquement l'ordinateur portable, sa respiration superficielle. Non, marmonna-t-elle, ce n'est pas réel, ça ne peut pas l'être. Mais les preuves lui sautaient aux yeux. Kelvin n'avait pas menti, et cette vérité la terrifiait plus que n'importe quelle tromperie n'aurait pu le faire. L'homme qu'elle pensait n'être qu'un étranger errant avait du pouvoir, de l'influence, une nation entière observant chacun de ses mouvements, et pourtant il l'avait choisi, même si c'était sous le voile du secret. Elle se leva et fit les 100 pas dans la pièce, le sol grinçant sous ses pieds. Sa vie avait été bâtie sur la survie, sur de petites certitudes. Et maintenant, cette révélation menaçait de tout briser. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre des enfants et murmura dans le silence, « Et si je suis dépassée ?» Le silence ne répondit pas, mais son cœur battant la chamade le fit. Car peu importe à quel point elle voulait prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, elle savait que la vérité avait déjà tout changé. L'après-midi suivant, alors qu'elle pliait de vieux vêtements de bébé et organisait les affaires de Nathaniel pour un don, Shalom tomba sur un sac à langer qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Il avait été fait à la hâte lors de leur voyage précipité à l'hôpital et était resté oublié au fond du placard. Elle l'ouvrit distraitement, des couches de rechange, une tétine, des lingettes pour bébé, puis sa main effleura quelque chose de froid. Au fond, enveloppée dans une douce couverture pour bébé, se trouvait une chevalière en or. Son souffle se coupa alors qu'elle la sortait à la lumière. Le symbole était indubitable, un lion sculpté entouré de feuilles de laurier, le même blason qu'elle avait vu en ligne la nuit précédente. Ses genoux faiblirent et elle tomba sur le sol, fixant la bague avec incrédulité. Il avait laissé une partie de lui-même derrière lui. Pas métaphoriquement, littéralement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en la serrant fort. Ce n'avait pas été juste une nuit. Elle avait été marquée, intentionnelle. Elle se serra la poitrine, sentant la pièce basculer alors que ses pensées tourbillonnaient. La bague était trop lourde, trop réelle. Elle pesait plus que de l'or, elle portait la vérité qu'elle avait essayé de nier. Kelvin ne l'avait pas seulement trouvée, il l'avait choisie. Avait planté cette bague, laissé une trace. Et maintenant, elle se tenait au milieu d'une histoire bien plus grande que tout ce à quoi elle s'était préparée. Une vague de nausées la submergea, pas à cause de la grossesse cette fois, mais à cause de la réalisation que chaque étape avait été soigneusement observée.
Elle chancela jusqu'à l'évier, s'aspergeant le visage d'eau froide, essayant de calmer son esprit tourbillonnant. Karen jeta un coup d'œil dans la cuisine, tenant Nathaniel, qui gazouillait joyeusement. « Maman, ça va ?» Shalom regarda ses enfants, son monde, et força un sourire tremblant. « Ça ira, ma puce. J'ai juste trouvé quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. » Mais à l'intérieur, une tempête avait commencé, et elle savait qu'elle ne pouvait plus y échapper. Elle composa le numéro sur la carte. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Shalom. La voix de Kelvin était douce, comme s'il n'avait pas cessé de penser à elle. Je n'étais pas sûr que tu appellerais. Sa voix était stable, malgré sa nervosité. J'ai besoin de réponses, mais pas ici, pas avec mes enfants. Il répondit sans hésitation. J'enverrai une voiture. Dîner, ce soir. Le SUV noir revint des heures plus tard, et cette fois, elle n'hésita pas. Elle portait une robe bleu marine, simple mais digne. Pas de maquillage, pas de spectacle, juste elle-même. Le chauffeur la conduisit à une salle à manger privée dans un hôtel de luxe, où Kelvin attendait dans un agbada traditionnel impeccable brodé du même insigne de lion qu'elle avait vu sur la bague. Il se leva quand elle entra, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Merci d'être venu, dit-il doucement. J'ai failli ne pas venir, admit-elle en glissant sur la chaise en face de lui. Ils mangèrent lentement, mais ce n'était pas la nourriture qui remplissait l'espace. C'était le poids des vérités tacites. Kelvin parla le premier. « Je ne te testais pas, Shalom. Je cherchais quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui pourrait aimer un enfant né non pas de l'ambition, mais d'un accident. Quelqu'un dont la force viendrait de la vie, pas de la politique. » Elle le regarda, sceptique mais curieuse. « Et si j'avais dit non cette nuit-là? Aurais-tu continué à chercher ?» Il hocha la tête. « Oui. Mais je ne voulais pas la perfection. Je voulais de l'humanité. Tu m'as donné les deux. » Sa fourchette trembla légèrement. « Tu n'avais pas le droit de partir comme ça. » Il baissa le regard. « Je sais. Et je suis désolé. » Ils restèrent assis en silence, les émotions montant comme des eaux de crue. Puis il ajouta doucement, « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, ou de m'interroger sur l'enfant. Quand j'ai appris qu'il s'appelait Nathaniel, j'ai su. » Shalom ne parla pas. Son cœur était un champ de bataille d'espoir, de fureur et de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Pas encore. Le lendemain matin, Shalom se tenait dans la pièce stérile d'une clinique privée, le silence plus fort que le tic-tac de l'horloge au mur. Kelvin avait tout arrangé avec quelques appels téléphoniques discrets, pas de presse, pas de garde, juste un médecin discret et une enveloppe scellée attendant d'être remplie. Nathaniel se tortillait dans ses bras, ignorant la tension qui s'étirait entre les adultes. Il ne sentira pas grand-chose, la rassura le médecin en préparant une minuscule aiguille. Shalom serra son fils contre elle, murmurant, « Juste une petite piqûre, mon amour. Maman est là. » Kelvin se tenait à distance, observant, les mains jointes derrière le dos. Lorsque l'échantillon fut prélevé et que le médecin sortit, Shalom se tourna enfin vers lui. « Si cela revient positif, » elle s'interrompit, le souffle court, « Qu'est-ce que cela fait de moi dans votre monde ?» Sa réponse vint rapidement, « Tout, si tu m'acceptes. » 3 jours passèrent comme de la mélasse, entraînant Shalom entre doute et appréhension. Elle évita Jane, ignora les appels manqués du travail et dormit à peine. Lorsque l'enveloppe arriva enfin par coursier, ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Elle ne la lut pas à voix haute. Elle n'en eut pas besoin. Les chiffres étaient là, en gras, irréfutables, correspondance à 99,99%. Ses genoux cédèrent et elle s'affaissa sur le canapé, Nathaniel gazouillant à côté d'elle. Il avait du sang royal. Il était l'héritier d'un royaume. Et elle, une serveuse en difficulté, était la mère d'un futur roi. Elle composa le numéro de Kelvin sans réfléchir. « C'est confirmé, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il. « Les résultats me sont parvenus aussi. Je n'avais pas besoin de preuves. Mais je comprends que tu en aies eu besoin. » Elle ne savait pas quoi dire. Elle savait seulement que sa réalité avait changé de façon permanente et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il répondit avec une calme certitude, « Maintenant, nous recommençons avec la vérité. » Plus tard ce soir-là, alors que Shalom pliait du linge dans le salon, Karen était assise par terre, coloriant.
Maman, demanda-t-elle sans lever les yeux. Est-ce que Nathaniel est vraiment un prince? Shalom cligna des yeux, ses mains s'arrêtant au milieu d'un pli. Pourquoi demanderais-tu ça? Karen haussa les épaules. Cet homme, celui dans la voiture chic, il a appelé Nathaniel Votre Altesse quand il pensait que je n'écoutais pas. Shalom s'assit à côté de sa fille, la serrant contre elle. Ma chérie, les choses sont compliquées. Mais oui, il est spécial. Tout comme toi. Les yeux de Karen se plissèrent. Va-t-il emmener mon frère? La question la transperça comme une lame. Non, dit-elle fermement. Personne n'emmène personne. Il apprend juste à nous connaître. C'est tout. Mais même en prononçant ces mots, ses propres doutes murmuraient plus fort. Cette nuit-là, après que les deux enfants se soient endormis, Shalom se tint près de la fenêtre, regardant la ville sombre. Son téléphone vibra, un message de Kelvin. Viendrais-tu voir Oma? Ne serait-ce que pour Nathaniel. Laisse-moi te montrer son avenir. Elle ne répondit pas immédiatement. Son reflet dans la vitre ressemblait à quelqu'un d'autre, plus fort, mais plus fragile. Quel avenir voulait-elle? Un royaume rempli de règles, de titres et de regards scrutateurs? Ou la vie tranquille qu'elle s'était battue bec et ongle pour construire? Mais ensuite, elle pensa à Nathaniel, à ses yeux brillants, à son rire, et à la vérité tacite que son amour pourrait ne pas suffire à le protéger d'un monde dans lequel il était né. Elle répondit par SMS, je viendrai, mais à mes conditions. Et seulement parce que j'ai besoin de savoir ce que tu me demandes. La réponse de Kelvin fut instantanée. Alors je m'assurerai que tu sois entendu. Chaque mot. Le jet atterrit sur une piste privée juste avant le crépuscule. Les hublots de l'avion étaient teintés. Mais Shalom sentit quand même le changement d'atmosphère, la façon dont les gens s'inclinaient lorsque Kelvin descendit le premier, le langage de leur corps, révérencieux et discipliné. Nathaniel dormait contre son épaule, et Karen lui serrait fermement la main. « Sommes-nous dans un autre monde » murmura-t-elle. Shalom faillit dire oui. Ils furent accueillis par des gardes en uniformes élaborés, et la voiture royale qui les emporta ne ressemblait à rien de ce que Shalom avait jamais vu, silencieuse, spacieuse, garnie d'ivoire et d'acajou. Le palais, quand il apparut, lui coupa le souffle. Non pas parce qu'il était grand, mais parce qu'il était vivant, avec des jardins qui pulsaient de couleurs et un air qui sentait les manguiers et quelque chose de plus ancien, de sacré. À l'intérieur, les serviteurs s'inclinaient. Les portes s'ouvraient comme par magie. Mais Shalom garda la tête haute, refusant d'être submergé par l'admiration. « Je ne suis pas ici pour être impressionné, dit-elle à Kelvin alors qu'il traversait les couloirs de marbre. Je suis ici pour la vérité. Il hocha la tête, n'offrant aucun argument. Alors je ne te donnerai rien de moins. Une nounou emporta Nathaniel dans une nurserie royale, et Karen fut conduite dans une pièce remplie de livres et de puzzles. Shalom se retrouva seul avec Kelvin, dans un salon dont les fenêtres donnaient sur une cour éclairée par la lune. C'est l'héritage de ton fils, dit-il doucement. Mais cela ne doit pas venir avec des chaînes. Cela vient avec un choix. Elle se tourna vers lui, l'expression illisible. Et si je choisis non? Il ne s'y a pas, alors tu t'en vas, et les portes te restent ouvertes quand tu seras prête. Parce que ceci, il pointa son cœur, n'est pas seulement l'histoire de Nathaniel. C'est aussi la tienne. Shalom ne répondit pas. Son silence détenait maintenant le pouvoir. Et pour une fois, elle n'avait pas peur de la couronne, c'était la couronne qui avait peur d'elle. Le palais était silencieux ce soir-là lorsque Kelvin guida Shalom dans un couloir différent de tout ce qu'elle avait vu. Les murs étaient tapissés de portraits imposants, des femmes en robe royale, certaines au regard féroce et fier, d'autres au visage doux mais sage. Chaque tableau avait sa propre lumière, chaque cadre gravé d'or et daté avec révérence. Celles-ci, dit Kelvin pendant qu'il marchait, sont les reines d'Oma. Toutes ne sont pas nées de lignée royale. Certaines ont été choisies. Certaines, comme toi, sont entrées dans ce monde par accident et l'ont quitté transformé. Shalom s'arrêta devant l'une d'elles, une femme à la peau sombre en robe de guerrière, une lame à son côté et un rouleau à la main. Qui était-elle? Demanda-t-elle, frappée par la force dans le regard peint de la femme. La reine Hadès, répondit-il doucement. La fille d'un fermier. Elle a épousé mon grand-père. Elle a réécrit la constitution d'Oma. Shalom cligna des yeux devant le portrait, l'admiration s'insinuant en elle. Kelvin se tourna vers elle, la voix calme mais pleine.
Tu me rappelles elle. Non pas d'où tu viens, mais comment tu portes le poids sans te laisser écraser. Shalom secoua légèrement la tête. Je ne suis pas une reine, Kelvin. Je survis à peine. Ils s'approchèrent, s'émoulant. La survie est la plus grande couronne. Le moment flotta dans l'air entre eux, épais, tacite, sacré. Shalom toucha doucement l'un des cadres. Toutes ces femmes. Avaient-elles le choix? Kelvin hocha la tête. Chacune d'entre elles. Et toi aussi. Elle ne répondit pas. Pas avec des mots, mais quelque chose changea en elle. Les murs qu'elle avait construits brique par brique se fissuraient, non pas sous la pression, mais sous la compréhension. Il ne s'agissait pas de porter une couronne. Il s'agissait de réécrire ce que signifiait en être digne. Le lendemain matin, Kelvin emmena Shalom par une porte dérobée du palais, sur un chemin creusé entre des arbres anciens. « Où allons-nous » demanda-t-elle en serrant Nathaniel contre elle. « Vers la vérité » répondit-il simplement. Ils arrivèrent dans un modeste village niché derrière les collines, de simples maisons en argile, des enfants animés et des anciens rassemblés sous un manguier. « C'est ici que je suis venu après mon couronnement » expliqua Kelvin, pour me défaire de la couronne et voir le royaume tel qu'il vit. Les villageois le saluèrent avec une familiarité chaleureuse, sans révérence, et Shalom fut stupéfaite de le voir tomber à genoux devant une femme âgée et lui baiser la main. « Elle m'a appris à lire » murmura-t-il. « Bien avant que je ne sois quelqu'un d'important. » Shalom regarda Nathaniel tendre la main vers le jouet d'un enfant, et les enfants locaux l'accueillirent comme l'un des leurs. Il n'y avait pas de trône ici, pas d'or. Juste de la connexion. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sous le même manguier à siroter de l'eau dans des gourdes sculptées, Kelvin se tourna vers elle. « Je ne t'ai jamais dit toute la vérité, dit-il. La nuit où nous nous sommes rencontrés, ce n'était pas un hasard. J'étais dans ta ville sous les ordres de rencontrer quelqu'un. Mais quand je t'ai vu, seul, riant de quelque chose de triste, j'ai tout changé. » Le cœur de Shalom battait la chamade. « Tu devais rencontrer quelqu'un d'autre » Il hocha la tête. « Oui. La fille d'un diplomate. Mais je t'ai vu. Comment tu parlais avec le barman, comment tu as offert ton dernier billet en pourboire, comment tu écoutais quand personne d'autre ne le faisait. C'était ça le test, pas le charme, pas la beauté. La gentillesse, l'humanité. Je t'ai choisi bien avant que tu ne me choisisses. » Elle resta assise dans un silence stupéfait. « Alors j'ai réussi » Il hocha à nouveau la tête. « Et Nathaniel » Il n'était pas un accident. Il était la façon dont le destin confirmait ce que je ne pouvais nier. Les yeux de Shalom s'emplirent de larmes. Pas à cause de la manipulation, mais à cause d'une vérité trop crue pour être ignorée. Cette nuit-là, le palais scintillait sous une canopée d'étoiles, mais le monde de Shalom devint froid. Elle avait demandé l'honnêteté à Kelvin, et maintenant il la lui offrait à mains ouvertes. « Il y a plus, dit-il doucement. Avant notre rencontre, mon conseil m'a chargé de trouver quelqu'un d'approprié pour être la mère du prochain héritier. J'ai accepté. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Je n'avais pas prévu de... » Il s'interrompit, observant la couleur quitter son visage. « Tu avais prévu de mettre quelqu'un enceinte, dit-elle, la voix tremblante. Tu es sorti chercher, et j'étais juste pratique. » La mâchoire de Kelvin se serra. « Ce n'était pas comme ça. »« Mais si, » lança-t-elle sèchement. « Tu avais un programme. Et j'étais un chapitre de ta mission royale. » Elle se leva, sa poitrine se soulevant. « Tu m'as séduite avec intention, et je pensais que c'était le destin. » Kelvin fit un pas pour l'atteindre, mais elle recula. « Non, ne me touche pas. J'ai porté ce bébé seul. J'ai failli mourir en le mettant au monde. Et toi tu accomplissais une prophétie ?» Sa voix se brisa. « Tu n'as pas le droit de romantiser ce qui était de la manipulation. » Il recula, la culpabilité lourde dans sa posture. « Je sais que je t'ai manqué, mais je n'ai pas manqué de t'aimer. » Cela la fit rire amèrement. « Tu ne me connais pas, Kelvin. Tu connais mon histoire. Et ce n'est pas la même chose. » Sans un mot de plus, elle sortit de la pièce, passant devant les portraits et les serviteurs, à travers les grandes salles qui avaient autrefois suscité l'admiration. Maintenant, elle ressemblait à des murs se refermant sur elle. Nathaniel dormait profondément dans la nurserie, ignorant la tempête à l'extérieur. Shalom ne le réveilla pas. Elle avait besoin d'air.
Elle avait besoin d'espace. Par-dessus tout, elle avait besoin de se souvenir de qui elle était avant qu'un roi n'entre dans sa vie et ne la couronne de confusion. Le palais était plongé dans le calme cette nuit-là, mais Kelvin ne trouvait pas la paix. Il se tenait seul dans la chapelle royale, les mains jointes fermement, la tête inclinée sous le poids de choix qu'il ne pouvait annuler. La pièce, éclairée uniquement par des bougies, projetait des ombres sur les vitraux, des images de souverains qui portaient leur couronne avec fierté, mais aucun qui semblait hanté comme lui. « Tu as tout gâché », se murmura-t-il, sa voix se brisant dans le silence. Tu avais son cœur, et tu as laissé le devoir passer avant la vérité. Il tomba à genoux, les poings frappant le sol en marbre avec une fureur qui le surprit même. Son esprit revint en boucle à son expression, la trahison enveloppée de douleur. Cette image brûlait plus que n'importe quel échec royal n'aurait jamais pu le faire. Il avait perdu Shalom non pas à cause de qui il était, mais à cause de la façon dont il l'avait caché. Plus tard, son conseiller, Yotin, le trouva affalé dans le couloir devant la nurserie de Nathaniel, sa couronne jetée à côté de lui. « Votre Majesté, dit Yotin prudemment, nous pouvons trouver un autre moyen. La lignée n'a pas à passer par elle si elle refuse. » Kelvin leva les yeux, injecté de sang et lourd. « Ce garçon est à moi, pas seulement par le sang mais par l'âme. » Et elle, sa voix vacilla, elle n'était pas un moyen pour une fin. Elle est devenue la raison pour laquelle j'ai commencé à me soucier de la fin. Yotin baissa les yeux, hésitant. Alors pourquoi ne pas aller la chercher? Kelvin laissa échapper un souffle comme s'il avait été enfermé pendant des jours. Parce qu'elle ne me fait pas confiance, et l'amour sans confiance n'est que du bruit. Il tourna la tête vers la porte de la nurserie et murmura, mais j'écrirai. Je lui dois au moins ça, la vérité, avec mes propres mots. De retour chez elle, Shalom se déplaçait dans son appartement comme un fantôme. Le palais l'avait ramenée avec grâce, mais elle n'avait pas dit un mot pendant le vol. Jane arriva le lendemain avec un sac de courses dans une main et un froncement de sourcils sur le visage. « Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis 2 jours, marmonna-t-elle en posant les choses. Shalom resta assise sur le canapé. « Je vais bien. » Jane haussa un sourcil. « Oh non, ne me sors pas le discours de l'âme brisée. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Shalom parla enfin, sa voix creuse. Il a menti. Pas seulement sur qui il était, mais pourquoi il m'a trouvé. Jane écouta tranquillement pendant que Shalom détaillait tout, le test, la prophétie, le plan d'avoir un enfant. Donc tu étais une mission, dit Jane sans détour, croisant les bras. Mais en est-il resté une? Shalom leva les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Jane s'assit en face d'elle. Ma fille, je t'ai vu survivre à tout. Aux menaces d'expulsion, aux nuits instantanées, aux chagrins d'amour. Mais dès que quelque chose de réel te fait peur, tu fuis. Shalom tressaillit. Il s'est servi de moi, Jane. Jane hocha la tête. Oui. Mais ensuite il est resté. Et puis il t'a montré son monde. Et puis tu l'as vu pleurer pour toi dans le couloir, comme un homme qui venait de perdre tout ce qui comptait. Le souffle de Shalom se coupa. Tu l'as vu? Jane hocha la tête. J'étais là. Il ne le savait pas. Mais j'ai vu. Et si tu penses que tout cela était une comédie, alors peut-être que tu n'es pas aussi prête pour l'amour que tu le penses. Shalom resta assise dans un silence stupéfait. Jane se pencha en avant. Il ne s'agit pas d'être une reine, Shalom. Il s'agit de choisir de ne pas laisser la peur définir ta fin. Tu n'es plus seulement une mère maintenant. Tu es une femme avec du pouvoir. Commence à agir comme telle. Cela commença par une toux, innocente, sèche et facile à ignorer. Mais à la tombée de la nuit, le petit corps de Nathaniel brûlait de fièvre. Ses pleurs étaient faibles, sa respiration superficielle. La panique saisit Shalom alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon avec lui dans ses bras, murmurant des prières désespérées. « Allez, bébé, pas maintenant. Reste avec moi, supplia-t-elle en le berçant. Karen planait à proximité, les yeux écarquillés par la peur. « Maman, est-ce qu'il va aller bien? » Je ne sais pas, répondit Shalom, la voix brisée. Les mains tremblantes, elle appela le numéro d'urgence sur la carte médicale royale que Kelvin lui avait laissée. En 20 minutes, une équipe privée arriva, calme, composée et prête. Ils se déplaçaient comme des ombres, transférant Nathaniel dans leur véhicule. Shalom s'agrippa à sa fille,
des larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait la vie de son bébé suspendu à un fil. À la clinique privée, Shalom était assise à côté du berceau de Nathaniel, ses doigts entrelacés avec sa petite main alors que les machines bipaient à un rythme trop mécanique pour être réconfortant. Le médecin entra après ce qui sembla des heures. « Il est stable, dit-il doucement, mais c'est une infection virale. Il aura besoin de repos et d'une surveillance constante. » Le soulagement et l'angoisse entrèrent en collision en elle. Elle s'effondra en sanglots qu'elle ne put réprimer. « J'ai cru que j'allais le perdre, murmura-t-elle. Le médecin fit un petit signe de tête. Il est fort, tout comme sa mère. Quand il partit, Shalom se pencha près de Nathaniel, écartant les cheveux de son front humide. « Je me fiche des palais. Je me fiche des couronnes. Je veux juste que tu sois en bonne santé et en sécurité. » Elle ne remarqua pas l'infirmière s'éloigner discrètement pour passer un appel. 1 heure plus tard, Kelvin arriva à la clinique, sans garde, sans titre, juste un père se précipitant vers son fils. Quand il vit Shalom là, brisé mais entière, il ne parla pas. Il s'agenouilla simplement à côté d'elle et lui prit la main. Cette fois, elle ne se retira pas. 2 jours après la sortie de Nathaniel, Shalom rentra chez elle pour trouver une enveloppe scellée coincée entre les pages du livre d'histoire de Karen. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Kelvin, des traits nets et délibérés qui semblaient pourtant encore incertains. Elle hésita avant de l'ouvrir, ses doigts tremblants comme si les mots à l'intérieur pouvaient la briser à nouveau. « Shalom, commençait-elle. Ce n'est pas un décret royal. Ce n'est pas moi qui essaie de gagner. C'est juste moi. L'homme que tu as rencontré dans un bar, qui s'est assis à côté de toi parce que quelque chose dans ton silence m'a attiré plus profondément que n'importe quel trône ne l'a jamais fait. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi, mais je l'ai fait. Non pas parce que tu es la mère de mon héritier, mais parce que tu as été la première personne à me voir sans la couronne. » Les larmes montèrent aux yeux de Shalom alors qu'elle continuait à lire. « Quand tu es parti, je ne t'ai pas poursuivi. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que tu méritais de l'espace pour décider ce que l'amour signifiait pour toi, pas ce qu'il signifiait pour mon héritage. Mais j'ai besoin que tu saches que tu es la seule couronne que j'ai jamais vraiment désirée. Et je préférerais être ton homme en secret plutôt qu'un roi pour des millions sans ton cœur. » Elle plia la lettre, la pressant contre sa poitrine, la douleur dans son cœur n'étant plus vive, mais persistante. Dans le silence, elle murmura, « Pourquoi tes mots font-ils plus mal quand ils sont vrais ?» Pour la première fois, elle ne ressentit pas de colère. Elle se sentit vue. Le vol de retour vers Roma était différent cette fois. Il n'y avait pas de confusion, pas de peur de l'inconnu, seulement de la résolution. Shalom regarda par le hublot du jet avec Nathaniel endormi dans ses bras, et Karen blottie à côté d'elle, feuilletant des livres d'images sur la royauté africaine. Elle n'avait pas dit à Kelvin qu'elle venait. Il ne s'agissait pas de grandes retrouvailles. Il s'agissait de reprendre le contrôle, de choisir d'entrer dans le feu, de ne pas y être entraîné. Les portes du palais s'ouvrirent grandes à son arrivée. Pas de fanfare, pas de caméra, juste un ancien attendant pour la saluer d'un simple signe de tête et d'un murmure, « Bienvenue, reine ou non ». Kelvin était dans la cour quand elle sortit de la voiture. Son visage vacilla d'incrédulité, puis s'adoucit en quelque chose proche de l'admiration. « Tu es venu » souffla-t-il. Shalom croisa son regard. « Pas pour toi. Pour moi. Pour Nathaniel. Pour l'histoire que j'ai besoin de terminer, pas celle que tu as commencée. » Il s'approcha mais ne la toucha pas, « Alors laisse-moi te montrer comment elle se termine, » dit-il. Elle eut un lent sourire. « Non. Réécrivons d'abord le milieu. » Et juste comme ça, les murs entre eux ne s'effondrèrent pas. Ils fondirent, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il ne reste que la possibilité. Les jours passèrent, et le palais bourdonna d'une tension silencieuse. Des rumeurs sur la femme de l'Ouest, qui était revenue avec le prince héritier, suscitaient des murmures. Mais Shalom les ignora. Elle passait ses matinées à se promener dans les jardins avec Nathaniel, ses après-midi à lire avec Karen dans les couloirs ensoleillés, et ses soirées à croiser silencieusement Kelvin dans les corridors, aucun n'étant prêt à forcer ce qui avait besoin de temps. Un soir, alors que le soleil descendait bas derrière les montagnes, Kelvin l'invita sur le toit du palais. « Pas de titre, pas de garde, » dit-il, attendant pieds nus, vêtu d'un simple blanc. « Juste nous. » Shalom se tint à côté de lui, le vent dans ses cheveux, le cœur palpitant alors qu'il tombait à un genou, non pas avec une boîte en velours ou une bague en or, mais sans rien dans ses mains.
Cette fois, je n'ai rien à offrir que la vérité, dit-il, la voix épaisse. Pas de trône, pas de promesse de pouvoir. Juste l'homme qui t'a tenu la main cette nuit-là, quand le monde a disparu pour nous deux. Me laisseras-tu rentrer à la maison, auprès de toi, où que tu sois? Shalom cligna des yeux, stupéfaite par la crudité de la chose. Elle s'agenouilla aussi, face à lui. Je n'ai pas besoin d'un roi, murmura-t-elle. J'ai besoin de l'homme qui a écrit cette lettre. Et à ce moment-là, sous le ciel pâlissant, ils n'étaient pas des monarques ou des légendes. Ils étaient juste deux personnes brisées choisissant quand même l'amour. Le soleil matinal inonda le palais comme de l'or versé du ciel. Oma était en fête, non pas pour un mariage, mais pour une reconnaissance attendue depuis longtemps. Des trompettes résonnaient au loin. Des danseurs tourbillonnaient sur les terrains du palais. Et des villageois se rassemblaient aux portes, curieux et impatients. Shalom se tenait dans sa chambre devant un miroir, vêtu non pas de la tenue royale traditionnelle, mais d'une robe tissée à la main d'indigo profond et de bronze, confectionnée par les mêmes femmes du village qu'elle avait rencontrées sous les manguiers. Ses cheveux étaient tressés en une couronne de boucles, ornée de minuscules perles dorées. Elle se tourna vers Karen, qui était assise à proximité dans une robe assortie, et demanda doucement « Est-ce que j'ai l'air d'appartenir à cet endroit ?» Karen sourit largement. « Non, maman. Tu as l'air d'être née pour ça. » Kelvin attendait en haut des marches royales, non pas avec sa couronne, mais avec une écharpe cérémonielle portée par les rois d'Oma lorsqu'ils choisissaient de marcher à côté de quelqu'un, pas au-dessus. Alors que Shalom approchait, les anciens levèrent un bâton en bois sculpté, symbolisant l'unité, et le posèrent entre eux. Il n'y eut pas de vœux, pas d'anneaux, seulement un échange de regards et un accord silencieux. Nous faisons cela ensemble. Nathaniel, vêtu d'une petite robe brodée, fut soulevé en l'air par le grand prêtre royal et proclamé « fils de l'héritage, gardien de l'équilibre ». La foule éclata en acclamations, les tambours tonnèrent, et des pétales tombèrent d'en haut comme des bénédictions des ancêtres. Shalom n'agita pas la main. Elle ne s'inclina pas. Elle se tourna simplement vers le peuple, souleva Nathaniel dans ses bras et murmura « Nous sommes à la maison maintenant. » Non pas à cause d'un titre, mais à cause de chaque épreuve qu'il a fallu pour se tenir là. Des semaines plus tard, le palais s'était calmé, mais le but de Shalom n'avait fait que se renforcer. Elle était assise sous l'ancien figuier où les reines passées avaient autrefois médité, esquissant des plans dans un livre relié en cuir offert par les anciens du village. « Que construis-tu maintenant » demanda Kelvin en s'approchant tranquillement. Elle leva les yeux avec un sourire narquois. Pas un monument. Une école. Pour les filles d'Oma à qui on a dit qu'elles étaient seulement destinées à servir, pas à diriger. Il s'agenouilla à côté d'elle. Tu as toujours été une bâtisseuse. Tu ne savais juste pas que tes mains pouvaient façonner des nations. Elle appuya sa tête contre son épaule. Je ne veux pas d'un trône. Je veux une voix, et un stylo, et un endroit où mes enfants peuvent grandir en sachant qu'ils sont plus que des lignées. Kelvin hocha la tête. Alors c'est ce que nous leur donnerons. Ensemble. Ce soir-là, alors que le soleil descendait bas, Shalom se tenait sur le balcon du palais, regardant Karen apprendre à Nathaniel à compter en utilisant de petites pierres du jardin. Le ciel brûlait d'orange, et les rires flottaient dans l'air comme de la musique. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. Pour la première fois depuis des années, son cœur ne lui faisait pas mal. Il fredonnait. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait pleuré seule dans le noir, à tous les jours où elle avait douté de sa valeur, et réalisa maintenant qu'il l'avait menée ici. Non pas pour être couronnée, mais pour choisir ce que signifiait sa couronne. Elle n'était pas faite d'or ou héritée par mariage. Elle était construite à partir de la lutte, adoucie par l'amour, et portée non pas sur sa tête, mais dans sa démarche. Et alors qu'elle se retournait vers le palais, elle se murmura avec un sourire, « Cette fois, je me suis donné la couronne. » Voici le verset biblique de l'histoire, il retire le pauvre de la poussière, il relève l'indigent de la fange. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel 2, verset 8. Ce verset reflète le parcours de Shalom, d'une mère célibataire en difficulté à une femme qui, par la grâce, la force et l'humilité, s'élève à une place d'honneur non pas en raison de son statut, mais en raison de son but. Morale de l'histoire, votre passé ne vous disqualifie pas de la grandeur. Il vous y prépare. Cette histoire nous rappelle que la force se forge dans les batailles silencieuses, l'amour se prouve par l'humilité, et la vraie royauté ne réside pas dans les couronnes, mais dans le caractère. Peu importe à quel point votre début peut sembler brisé,
vous êtes toujours digne d'une fin puissante et pleine de sens, surtout lorsque vous vous choisissez vous-même. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.